Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain, Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs rois, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et notre site internet à méropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 15, le pillage pour les nuls. Les années 50 sont une période ultra difficile pour les Romains, marquée par la défaite de l'empereur Dèce et la perte de 3 légions. Pour faire simple, cette défaite inaugure une instabilité politique prolongée à Rome, avec une anarchie militaire, des incursions barbares et un bordel généralisé pendant les 2 décennies suivantes. Alors tout d'abord, il faut être prudent avec le terme barbare, utilisé souvent un peu n'importe comment et de façon péjorative. Mais il faut bien comprendre d'abord qu'il n'y a pas un groupe homogène coordonnant les attaques le long de la frontière occidentale, et que l'adjectif barbare renvoie inconsciemment à la violence et à la cruauté de ces peuples, stéréotypes véhiculés par les Romains eux-mêmes, mais qui ne reflètent pas forcément la vérité. Les prochaines décennies vont donc être effectivement remplies de pillages et de violences, ce qui va être au centre de cet épisode. Et cette fois, promis, on va vraiment parler des Francs. L'année 251 est en effet un coup terrible au moral pour l'armée et la société romaine tout entière. Un désastre qui a décapité la pyramide impériale en l'espace d'une seule journée. Et Rome doit immédiatement dégarnir les autres fronts et ramener des troupes sur le Danube pour tenter de colmater la brèche après cette déroute. Et 251 n'était que le début. D'une certaine manière, les années suivantes vont être encore pires. Car le général Trébonien Gall, qui s'improvise successeur de Trajan d'Est, est forcé de se compromettre pour sauver une situation catastrophique. Aux prises avec une armée goth gigantesque et pas assez de troupes pour reprendre l'avantage, Trébonien achète la paix avec eux et abandonne les prisonniers de guerre romains, emmenés en esclavage derrière le Danube. Une faute morale indélébile qui fait tomber son prestige en flèche, notamment aux yeux de l'armée. Nécessaire ou pas, un acte aussi infâme vous colle à la peau. Et c'est une tâche dont on se remet difficilement, voire pas du tout. Les Goths ont à peine fini de quitter le territoire romain à coups de pièces d'or que Trébonien Gall se retrouve avec un autre problème sur les bras. Évidemment, la guerre civile, avec les meilleurs généraux qui vont se disputer la tête de l'Empire, suivant le chaos de cette défaite et profitant de l'instabilité du nouveau régime impérial. Parmi eux, le général en chef des légions du Rhin, un certain Valérien, va tirer son épingle du jeu. Appelé à la rescousse de Trébonien, il quitte la Gaule en 253 avec les dernières grosses troupes et passe les Alpes suisses pour affronter les différents usurpateurs du moment. Certains spécialistes placent d'ailleurs durant ce redéploiement le fameux épisode de l'officier Aurélien, celui-là même qui aurait tué ses 300 francs et alamans dont nous avons parlé à l'épisode 13. En tout état de cause, après plusieurs mois de lutte et la mort de Trébonien lui-même, c'est Valérien qui s'impose comme le seul empereur au final. Mais cette victoire a un prix, celui de la réduction drastique des troupes massées à la frontière du Rhin pour nourrir la guerre civile. Pour les Germains, c'est exactement le signal qu'ils attendaient. Ah d'accord. Tu veux dire que pour les Germains, l'heure a sonné de la grande fête du slip fourrure. Ou plus politiquement correct, 254 marque le début des attaques généralisées sur la frontière du Rhin. Mais attaques qui, si je comprends bien, doivent autant à la préparation des Germains qu'à l'impréparation côté romain. C'est pas très glorieux tout ça, de la part des bandes de guerriers d'outre-Rhin. Attendre que les Romains soient distraits et tournent le dos pour attaquer.
Mais j'imagine que ce que tu perds en panache, tu le récupères en efficacité. On en ferait tous autant, je suppose, si on devait attaquer un immense empire dont la réputation guerrière est déjà légendaire. Mais quand on parle d'attaque de franc, on entend quoi exactement d'ailleurs? À quoi ça ressemble ce genre d'opérations militaires qui vont caractériser toute cette partie du IIIe siècle, Xavier? La période est très mal documentée et c'est un euphémisme. Ces événements sont seulement conjecturés à partir de petits bouts de texte et de traces archéologiques diverses, mais sans grand récit facile à suivre pour la période. Ce qui semble clair en tout cas, c'est que ce qu'on appelle communément les invasions barbares au IIIe siècle n'a absolument rien à voir avec l'image d'Épinal d'une armée teutonique géante à l'assaut des légions romaines en terrain ouvert. D'abord, nous l'avons dit, le monde germanique sur la vallée du Rhin n'est pas unifié, ni dans son ensemble, ni même à l'intérieur d'une seule et même tribu. Il ne faut donc pas imaginer les Francs ou les autres en train de coordonner une offensive géante d'une armée à l'assaut de l'Empire. Les Francs ou les Alamans n'ont pas à ce stade l'organisation politique nécessaire, pas plus qu'ils n'ont le renseignement requis pour bâtir un plan pareil. Tout au plus, autour de 250, on imagine que certains groupes sont assez informés des déplacements des troupes romaines, comme de l'instabilité générale dans l'Empire, pour détecter les points faibles, et assez bien structurés pour être capables de tenter quelque chose contre un poste frontière mal défendu ou une ville de petite taille. Mais pas vraiment plus que ça en fait. Les opérations que les Alamans et les Francs déclenchent donc à partir de 254 ne sont que la reproduction à grande échelle de ce qu'on a vécu avant 235 sous l'empereur Alex ou avant 213 sous Caracalla, c'est-à-dire des attaques multiples de petits groupes qui lancent leurs raids sur des parties faibles du limès. La nature des opérations entreprises par les bandes de 254 n'est donc pas fondamentalement différente de ce qui s'est passé auparavant. Ce qui change, c'est l'ampleur. Hermann et son groupe, eh oui, nous retrouvons notre Hermann, enfin, son lointain descendant qui a décidé de rejoindre un comitatus. Hermann et son groupe entendent eux aussi le mot d'ordre général qui se répand à travers les tribus de la vallée du Rhin cette année-là, comme quoi c'est le bon moment d'attaquer. Leur bande est composée tout au plus d'un millier d'hommes si on doit faire une estimation. Un groupe bien décidé et sans doute bien commandé par un chef charismatique qui a su les unir autour d'un objectif précis. Et l'objectif consiste à aller piller des territoires qu'ils savent fabuleusement riches et extraordinairement mal défendus. Enfin, c'est l'idée qu'ils s'en font en tout cas pour tenter à leur tour d'attaquer l'Empire. Jusqu'ici, je te suis. C'est assez facile d'imaginer que Herman et sa zippe, hashtag bande de potes, ne jouent pas vraiment dans la même ligue que l'armée géante des Goths dirigée par le roi Kniva. C'est plutôt la Regionalliga que la Bundesliga, si je comprends bien. Bande d'ailleurs qu'on appelle alémanique, franque ou simplement germanique selon les textes. Et j'anticipe ce que tu vas me dire parce qu'après pas mal de répétitions, j'ai enfin compris. Les auteurs romains ne se fatiguent pas trop à être précis dans ce genre de cas. Et en plus, il est aussi fort possible que la catégorisation en tribus bien distinctes soit encore un concept assez flou à ce stade, voire les deux. Et donc, pour faire simple, je te propose dorénavant qu'on utilise le mot franc que l'on trouve chez certains auteurs, mais tout en attirant l'attention de nos auditeurs sur le fait qu'il faut rester prudent sur l'identité de ceux qu'on appelle germains, francs ou autres. En tout cas, Herman et sa bande savent qu'ils doivent être prudents pour lancer leur opération, quelle que soit leur identité. Ils doivent viser des points faiblement gardés pour limiter les risques et les pertes au passage d'une frontière qui, bien que dégarnie, n'est pas ouverte non plus. Une offensive généralisée sur toute la longueur du limès romain est hors de question. Et s'attaquer aux places fortes où des troupes seraient bien retranchées ne fait sûrement pas partie du plan non plus. Si l'idée est d'aller piller les endroits intéressants, il ne faut pas perdre d'énergie à la frontière, qui n'est qu'un moyen, pas une fin. Ils savent aussi que leur action doit être discrète ou très rapide. La mobilité maximum est le gros atout de ces bandes. Car une fois la frontière franchie, personne ne cherche à rencontrer face à face une légion romaine encore présente dans la région, et sûrement pas Hermann. Il veut bien laisser un tel projet aux autres bandes de guerriers fatigués de l'existence, si tant est qu'il y en ait. Les bandes de Francs comme la sienne savent qu'ils sont bien trop petites pour vaincre à la régulière une légion romaine. Donc le but n'est sûrement pas de les rencontrer, mais de les éviter. La nuée de dizaines et de dizaines de bandes,
plus ou moins indépendante, a donc de gros avantages, notamment de rendre improbable une rencontre pareille. Et la rapidité des Germains leur donne une bonne chance de s'enfuir en général à l'approche d'une véritable armée ennemie si elle devait les repérer. Et même si c'était le cas, leur écrasement rapide, bien que malheureux pour les Germains concernés, n'arrêtera pas pour autant les dizaines d'autres bandes. L'attaque d'Hermann va donc se concentrer sur un ou deux points de passage, soit une porte gardée, soit un tronçon de la défense qu'ils doivent percer, avant de continuer vers un village ou un fort mal défendu à quelques dizaines ou centaines de kilomètres à la ronde. Un raid ultra focalisé avec des objectifs facilement matérialisables que leur chef leur a vendus pour les entraîner dans l'aventure. Des choses simples comme piller des stocks de nourriture qu'on pourra ramener au village en chariot ou récupérer des armes d'une petite garnison qu'on peut submerger. 254 ne verra donc pas de grandes batailles rangées, pas de grandes opérations d'envergure documentées ou de capitales régionales dévorées par les flammes. Pas de grands chefs francs ou alémaniques qui se dressent contre une armée romaine à la manière de Cniva et son armée gothique, mais juste une multitude d'actions commando qui vont se multiplier dans la région frontalière. Des villages et des forts pillés et brûlés par dizaines, par centaines même, par des troupes en vadrouille dans tout le nord de la Gaule. Oui, en gros, on peut dire que les tactiques des Romains, comme celles des Germains, n'ont pas beaucoup évolué sur la frontière du Rhin en 254. Par contre, le rapport numérique commence probablement à s'inverser en faveur des Germains. Déjà, les prélèvements de troupes successifs ont affaibli la défense du Limès jusqu'au point de rupture en 254. C'est sympa de partir à l'est massacrer des Goths, des Sassanides, ou de se motiver pour défendre le nouvel usurpateur qu'on a acclamé avant-hier. Mais qui reste pour protéger le Rhin? Et puis les Germains, eux, se structurent de plus en plus en bandes efficaces. Quelques chefs plus malins et plus charismatiques vont utiliser le comitatus à leur profit. Ils transforment la bande de guerriers du coin en troupes de plus en plus grandes et de plus en plus structurées. Barbare oui, mais pas stupide. Ça aussi, on commence à bien le comprendre. Absolument. C'est d'ailleurs pourquoi la fin de cette période de raid reste extrêmement difficile à dater. Pas de grandes batailles, pas de siège épique d'une cité fortifiée pour marquer la période. En 254, pour les Romains, les Francs comme les Alamans ne sont que des brigands agissant en bande armée qui terrorisent tout le nord de la Gaule, avec des objectifs simples: brûler tout ce qu'ils ne peuvent pas emporter et tuer tous les prisonniers qu'ils ne peuvent pas ramener comme esclaves dans leur région d'origine. Le nord-est de la Gaule se transforme en zone de pillage généralisé où l'ordre s'est effondré avec le retrait des troupes. Parce que les Francs et les Alamans ne débarquent pas en Gaule du Nord avec un projet politique. Ils ne proposent pas de nouvelle organisation sociétale ou une occupation à long terme du pays. Mais s'ils ne pénètrent pas en profondeur dans l'Empire, le choc psychologique provoqué par ces raids ne doit pas être sous-estimé, vu que l'anarchie dure au moins une année complète face à l'incapacité des Romains à régler le problème. En tout cas pour un temps. Car c'est sûr, Rome a été affaiblie par la guerre civile, qui a vu finalement le triomphe ultime de Valérien, notre ex-ancien général chargé de l'armée du Rhin. Et puis on l'a dit, ce n'est pas le seul problème. Rome a aussi commencé à subir de plein fouet la terrible épidémie de la peste de Cyprien. Les auteurs ne font pas dans la dentelle pour nous décrire le mal, à commencer par le fameux Cyprien, évêque de Carthage, qui laissera son nom à la maladie à travers ses écrits et qui précise: les intestins sont secoués par un vomissement continuel et les yeux sont en feu avec du sang injecté. Dans certains cas, les pieds ou certaines parties des membres se détachent à cause de la contagion, de la putréfaction suite à la maladie. Les spécialistes débattent encore de l'ampleur comme de la nature du mal. Sans doute un cocktail qui se rapprocherait du typhus, de la variole ou même d'Ebola. Mais on parle d'une catastrophe sanitaire qui met à mal toute l'économie, comme le recrutement militaire de l'Empire ces dernières années, et a sans doute freiné considérablement toute reprise en main effective. Ouais, stop, stop. Ça y est, t'as gagné. J'ai plus faim. Pas glope la description de la peste de Cyprien, hein. En fait, c'est même assez fort de voir que Rome ne s'effondre pas malgré tous ces désastres successifs, militaires, politiques et sanitaires en l'espace de quelques années. Franchement, vu la tempête de merde, on a envie de dire chapeau l'artiste d'avoir su faire le gros dos pour plier sans rompre totalement. Si c'est la bonne interprétation à faire de ces années de lupanar généralisé. Donc,
Une fois que Valérien reprend le contrôle de la situation et qu'avec lui l'Empire se ressaisit, les choses vont changer pour les Francs, j'imagine. En effet, c'est à partir de 255 qu'apparaît dans notre histoire le propre fils de l'empereur Valérien, un certain Galien. Le nouvel empereur, une fois solidement sur le trône, a envoyé son fils prendre en charge la partie ouest de l'Empire, car Rome ne peut pas laisser des bandes de barbares ravager indéfiniment la Gaule du Nord. Galien sera l'homme providentiel pour régler le problème. Enfin, au bout d'un moment. Et en partie. Enfin, plus ou moins. En tout cas, Galien va prendre 2 ans, une longue période nécessaire pour réorganiser son armée et pour monter la contre-attaque. 2 ans de préparatifs intenses, alors qu'il doit gérer en même temps d'autres usurpations. 2 ans donc avant de reprendre le contrôle de la situation en Gaule. Avec un choix courageux mais qui va payer. D'abord, il nomme des généraux dans toute la région du sud de la Suisse et de l'Autriche actuelle. À charge pour eux de réorganiser et de mobiliser les troupes locales pour réduire à néant toutes les bandes qui passeraient par les cols alpins. La stratégie consiste à utiliser au mieux le peu de troupes disponibles dans ces régions et les configurations du terrain pour bloquer le passage vers le sud. Leur rôle est purement défensif. Ils doivent juste s'occuper de contrer les barbares, assez aventureux pour passer par là. Et la deuxième partie du plan, c'est de reconstruire une armée efficace en Gaule. Galien va réunir de nouvelles légions dans la place forte de Mayence, en recrutant dans les zones de la partie ouest de l'Empire, comme la Britannie, l'Hispanie ou même l'Afrique du Nord. En ramenant tous les hommes disponibles de toutes les garnisons, Galien reconstruit une force efficace. Malgré la peste, malgré les destructions, Galien construit une armée mobile, capable de frapper les barbares qui se baladent en Gaule. Et dès que son armée est constituée, il lance la contre-offensive. Il reprend le contrôle de cette frontière, bloque tous les points de passage avec ses légions et refortifie le Limès pour bloquer l'arrivée de nouveaux groupes. Et il se lance dans une opération de nettoyage sur le Rhin et en Gaule du Nord, traquant et exterminant une par une toutes les bandes qui n'ont pas eu le temps de repartir se mettre à l'abri en Germanie. Les auteurs, qui pourtant font écho à la haine des sénateurs et des nobles romains pour cet homme détesté pour ses méthodes et sa soi-disant ivrognerie, reconnaissent tout de même son activité extraordinaire. Les historiens, comme les pièces de monnaie frappées à son effigie durant ces années, confirment que notre général en chef remet la Gaule en ordre dès 257. 2 ans pour rebâtir une armée de briques et de broc, anéantir des nuées de bandes armées et finir par recontrôler toute la Gaule du Nord et ses centaines de kilomètres de frontières. Moi, je dis pas mal du tout quand même pour un nul doublé d'un alcoolique, non? On dirait que les auteurs romains, un peu influencés par les sénateurs probablement, ont voulu noircir comme ils pouvaient un leader à la poigne de fer qui leur déplaisait. Quoi qu'il en soit, le fils de l'empereur va être célébré pour ses victoires miraculeuses contre le fléau franc et alamand, avec des titres ronflants comme Victoria Germanica et Restitutor Galarium. Trop fort ce Galien. Nous voilà débarrassés des Francs dès leur arrivée sur la scène de l'histoire. Pas tout à fait quand même. Et certains signes donnent à réfléchir sur l'étendue réelle du succès de Galien. D'abord, Zosime, l'historien byzantin du 5e siècle, précise, sans donner plus de détails, que Galien fait alliance cette année-là avec un chef germanique. Un chef qu'il nomme pour bloquer les différentes bandes de pillards. Quel chef et de quelle manière? C'est impossible à dire avec précision. Comme toujours, les Romains ne se fatiguent pas à nous donner trop de détails qui nous permettraient d'en savoir plus sur leurs voisins francs. Concrètement, la nature de l'alliance semble être la reconstitution ou la constitution d'un État tampon sur la rive droite du Rhin, un peuple qui bénéficierait du soutien de Rome et qui se charge du sale boulot pour servir de bouclier à l'Empire. L'auteur byzantin précise que celui-ci, en effet, empêchait les autres barbares de traverser continuellement le Rhin et faisait front à ceux qui attaquaient. Sans être une preuve absolue, ça ressemble quand même bien à un État tampon. Mais ce beaucoup stratégique de Galien cache peut-être une réalité un peu moins glorieuse qu'il faut savoir lire entre les lignes. C'est que cette stratégie n'est que la solution du moindre mal pour Galien, un plan B. Parce que le plan A aurait consisté à vaincre les barbares francs et alamans pour de bon et de les renvoyer dans leurs forêts et leurs marais.
voire de mener une véritable campagne de destruction à la Maximin le Thrace sur leur territoire. Mais Galien n'a plus les moyens d'une telle action en 257, malgré les titres ronflants gravés sur les pièces de monnaie. Le plan B, qui consiste à faire un deal avec un chef germain contre rémunération, n'est sans doute que la moins pire des options. L'archéologie confirme d'ailleurs que Rome se retrouve un peu dans un moment critique de son histoire, et que la région romaine des champs d'écumates, cet immense bout de terre qui se trouvait devant Mayence et servait à relier le Rhin au Danube, commence à être progressivement abandonnée à la suite des troubles. Un précédent un peu inquiétant d'abandonner un territoire romain occupé depuis plus de 2 siècles aux barbares, qui se met donc en place dès cette époque-là. Peut-être au profit de cet allié germain mystère, mais même dans ce cas, on est loin de l'Empire romain triomphant et surpuissant. Si on gratte un peu le vernis de la propagande, on voit bien que la situation réelle de Rome reste fragile quand même. Ces années-là, Galien est réputé guerroyer contre une multitude innombrable avec des forces inférieures. C'est un beau succès que de n'avoir pas perdu. Mais bon, d'un autre côté, il n'a pas non plus les moyens de réaliser une reconquête totale en 257. Pour un empire à peu près stabilisé par son frère, l'empereur Valérien, le demi-succès de Galien montre bien que le retour à la normale pour Rome n'est pas si facile que ça. La posture défensive qui ne craque pas, c'est déjà une victoire à ce stade pour les Latins. À se demander si la louve ne serait pas en train de se transformer en tortue. La campagne de 254 des Alamans et des Francs a marqué les auteurs comme la région par l'ampleur des destructions commises par les Germains. Toutes les déclarations tonitruantes sur le succès de Maximin le Thrace 20 ans plus tôt, qui aurait dévasté pour toujours la Germanie, sont démenties par les faits cette année-là. Dès que Rome a baissé la garde avec un retour à l'instabilité et les autres périls aux frontières, plus la crise sanitaire, les hostilités ont repris avec la même intensité, voire plus. Non seulement les campagnes précédentes n'ont pas suffi à tuer le problème pour de bon, mais peut-être n'ont-elles fait qu'accélérer la crise profonde, en antagonisant encore plus profondément les Germains. La conclusion de cette campagne de 256 est d'autant plus décevante pour Rome qu'elle ne fait que confirmer le déplacement à long terme de la guerre de guérilla de Germanie sur son propre terrain. Les Germains sont toujours des ennemis implacables pour les Romains. Ce qui a changé, c'est que maintenant, le champ de bataille n'est plus en Germanie. C'est sur son propre territoire que Rome doit se battre. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.